Je vous propose de commencer cet atelier, comme ça on aura une bonne heure pour aborder un peu la thématique qui va nous occuper maintenant. Et c'était donc de réfléchir un peu et maintenant et d'aller un peu plus loin concrètement suite aux discussions qu'on a déjà eues aujourd'hui, mais également dans le cadre disons des recommandations du Conseil de l'ONU et des défis qui se posent et quelles réponses concrètes il va pouvoir être possible d'apporter à ces défis-là. Pour organiser un peu cet atelier, nous vous proposons de le faire ça en deux étapes. Nous allons vous présenter trois angles d'approche pour cadrer un peu nos discussions par la suite. Et ensuite, après, on aura une bonne grosse demi-heure, disons, d'échange avec vous. Et ces trois premières interventions, pour cadrer un peu nos réflexions, celles-ci vont porter sur trois angles d'approche. Un, d'abord lié à la Convention et au rôle que doit jouer, disons, la Belgique pour mettre en œuvre la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées. Un autre sur le rôle du Centre interfédéral pour l'égalité des chances. Et les actions et sa vision par rapport aux défis du handicap en Belgique et aux recommandations du comité de l'ONU. Et alors également un exposé, disons, sur le rôle également de l'Union européenne et avec monsieur qui nous vient donc de la DG Régio, une politique régionale. Voilà. Donc voilà, je vous propose de directement rentrer dans le vif du sujet et je vais parcourir un peu, disons, la mise en œuvre de la Convention en Belgique en quelques éléments clés, quelques cadrages clés. Et cette convention, donc, elle a été ratifiée par la Belgique et par l'ensemble de ses acteurs, donc à la fois le gouvernement fédéral, mais l'ensemble des gouvernements des entités fédérées. Et donc, ce processus de ratification s'est terminé en 2009. Et donc, depuis lors, nous sommes vraiment en train de veiller à la mise en œuvre de la convention. La Convention, c'est toute une série d'articles thématiques, dont notamment l'article 19 qui nous a occupé une bonne partie de la journée. Mais spécificité donc la Convention sur les droits des personnes handicapées, il y a un article bien précis qui explique un peu comment veiller à la mise en œuvre et quels sont les acteurs qui doivent être associés ou partie prenante à la mise en œuvre de la Convention. Et ça, c'est donc l'article 33. L'article 33 qui met en avant trois types d'acteurs spécifiques. C'est tout d'abord les autorités publiques. Autorités publiques qui doivent désigner des points focaux et éventuellement un mécanisme de coordination pour veiller vraiment à coordonner la mise en œuvre dans tous les organes de l'autorité publique. Au niveau belge, vu l'organisation institutionnelle que l'on connaît, donc nous avons une série de points focaux au niveau du fédéral et des entités fédérées et un mécanisme de coordination. Donc voilà, il y a en tout donc 8 points focaux et un mécanisme de coordination. Le mécanisme de coordination qui est également le point focal fédéral, donc c'est le SPF Sécurité Sociale, auquel donc je fais partie. Et donc notre mission est un peu de coordonner l'ensemble de travail au niveau belge. Oui? Plus fort, oui. Ça va, ok. Je vais me plus prendre. Deuxième acteur important, et la Véronique complétera par la suite, c'est donc l'idée d'un mécanisme indépendant, donc d'un mécanisme qui n'appartient pas à l'autorité publique et qui va veiller à ce que l'autorité publique fasse bien son boulot. Et donc elle a ce mécanisme indépendant qui est au niveau belge, tant au niveau fédéral qu'au niveau des entités fédérées, le Centre interfédéral pour l'égalité des chances. Qui a trois missions, c'est donc la promotion des droits des personnes handicapées, la protection de ces droits et le suivi donc de la mise en œuvre de la Convention. Troisième acteur
clé, c'est la société civile, donc les personnes en situation de handicap, les organisations qui les représentent, mais la société civile dans son ensemble également. On peut notamment penser aux partenaires sociaux, aux ensembles, un ensemble d'associations plus large, qui pourrait même dépasser le secteur du handicap. C'est vraiment l'idée que la société civile, les personnes handicapées soient impliquées, mais vraiment impliquées, pas juste consultées, mais impliquées tout au long du processus de mise en œuvre de la Convention, dès le début du développement d'une politique, d'une action ou d'un programme. Vraiment, et c'est rappelé à plusieurs endroits dans la Convention, et c'est un principe vraiment clé, c'est l'idée du nothing about us without us, donc rien à notre sujet sans nous consulter, et donc ça c'est vraiment clé dans la mise en œuvre de la Convention. En matière de processus aussi, ça a été développé dans d'autres articles, c'est l'idée donc au-delà de la mise en œuvre, chaque État partie à la Convention va devoir faire un rapport sur sa mise en œuvre, un rapport qui sera examiné par le comité de l'ONU et ce comité qui établira des recommandations pour améliorer encore davantage la situation et donc la mise en œuvre de la Convention. Par rapport à ce processus, donc la Belgique a remis son premier rapport en juillet 2011, rapport qui fait un état des lieux de la situation article par article, donc thématique par thématique. Parallèlement à ça, donc la société civile et le mécanisme indépendant ont remis des rapports parallèles apportant un autre éclairage, disons, que uniquement l'éclairage des autorités publiques. Ensuite, le processus s'est poursuivi et donc dans le courant de l'année passée, il y a eu donc l'examen par le comité de l'ONU, un comité donc composé d'experts internationaux qui ont une expertise en matière de handicap. Donc il y a eu donc cet examen qui s'est déroulé en septembre 2014 et qui s'est basé notamment sur une liste of issues, une liste de questions complémentaires en plus que le rapport qui demandait des explications complémentaires à la Belgique sur certains points et donc ça couvrait un peu l'ensemble des thématiques et donc l'ensemble des articles de la Convention. Donc la Belgique a répondu à ces questions complémentaires et par la suite donc a eu ce dialogue avec le comité et donc ce dialogue s'est déroulé en septembre et donc là une délégation composée de représentants autant de l'État fédéral que des entités fédérées et également une personne de l'Union européenne, de la Commission européenne, pour essayer d'apporter vraiment tous les éclairages et donc lors de 2 journées de débats et d'échanges pour essayer encore qu'on réponde là cette fois-ci oralement aux questions des experts du comité de l'ONU. Et alors, ces questions étaient vraiment ouvertes, le dialogue était ouvert et apportait sur un grand nombre de sujets, notamment sur les aspects d'inclusion qui nous occupent plus particulièrement, inclusion générale dans la société, inclusion, tout l'aspect de la désinstitutionnalisation a été également fortement abordé dans les discussions, ainsi que l'inclusion dans l'enseignement. Ce sont des thématiques, disons, qui ont occupé pas mal les discussions, avec également, par exemple, des échanges sur la nouvelle loi sur la capacité juridique, et donc une loi adoptée au niveau fédéral au début de l'année 2014, et donc qui était fortement récent et qui a, disons, pas mal fait l'objet de discussions, mais ça a été vraiment très large sur également les aspects disons, d'accessibilité de bâtiments, de coopération, développement, etc., etc. Vraiment, l'ensemble du rapport, l'ensemble des thématiques ont été couvertes. Enfin, après ce processus, après cette rencontre avec le comité a émis toute une série de recommandations dont je suppose que vous avez déjà entendu parler, dont qu'on a déjà un peu abordé aujourd'hui. Et donc c'est toute cette série de recommandations qui doivent guider donc la mise en œuvre au niveau belge. Et pour en citer, oui.
et avec vraiment l'idée de deux principes clés qui sont dans la Convention et qui doivent vraiment guider encore davantage la mise en œuvre au niveau belge. C'est ce fameux changement de paradigme, donc où la personne en situation de handicap n'est plus un objet de soins, donc une vision strictement médicale, et vers l'idée d'une personne porteuse de droits, et donc qui doit être également le sujet vraiment des discussions qui la concernent. Donc ça, le comité nous demande à la Belgique vraiment d'avancer encore davantage sur son changement de paradigme, et de même sur le principe que j'ai déjà un peu abordé, vraiment de l'implication à tout niveau de la société civile. Quelques exemples plus spécifiques en matière de mise en œuvre. Le comité demande prend acte vraiment de l'organisation institutionnelle de la Belgique, mais demande véritablement d'avoir un plan d'action en matière de handicap, en matière d'accessibilité, mais de manière plus large, pour vraiment promouvoir la Convention, défendre les droits, et donc pousse la Belgique à avancer dans cette optique-là. De même, en ce qui concerne donc les aspects de sensibilisation, il convient vraiment d'avancer sur que toutes les personnes en situation de handicap aient vraiment conscience et pouvoir utiliser, disons, puissent pleinement jouir de leurs droits et des droits qui sont présents dans la Convention. Et cible également vraiment l'accessibilité sur le point sur lequel vraiment un travail énorme doit être fait à tout niveau. Enfin, un aspect important qui a été abordé, c'est vraiment l'aspect de la collecte de données, des statistiques, pour vraiment assurer un monitoring au plus proche des actions qui sont développées, et donc de l'amélioration, ou en tout cas de l'évolution de la situation des personnes en situation de handicap. Vraiment un travail important doit être fait sur la collecte de données et le développement de statistiques. Voilà pour quelques exemples parmi d'autres, vraiment plus transversaux en matière de recommandations du comité de l'ONU. Alors les prochaines étapes, c'est poursuivre dans la mise en œuvre de la Convention. Il y aura un nouvel examen, un nouvel rapport, disons, pour l'horizon 2019, avec donc, le comité, donc, dans la prochaine étape avec le comité de l'ONU. Mais il faut donc maintenant mettre en œuvre la Convention et mettre en œuvre ces recommandations. Et là, petit élément plus spécifique et engagement au niveau fédéral. L'idée qui a été développée et défendue par le cabinet de la secrétaire d'État, Madame Sleurs, qui est en charge donc de l'ensemble de la politique du handicap et de la non-discrimination, s'est engagée à développer toute l'idée de handy-streaming, donc qui a été soulignée positivement par le comité, donc de veiller à ce que l'ensemble de l'administration fédérale, l'ensemble des décisions tiennent compte du handicap, avec le développement donc d'un réseau fédéral avec des points de contact dans chacune des administrations concernées. Autre idée qui est en train d'être mise en œuvre, c'est donc le développement d'une part de ce réseau, et puis le développement d'un éventuel plan d'action. Et là, le gouvernement fédéral est en train de plancher sur le développement de ça. Pour information comme ça, donc il devrait y avoir dans les prochains jours, prochaines semaines, une première décision donc, du Conseil des ministres en la matière de streaming, donc en matière de développement de ce réseau. Et donc là, ce sera vraiment une première étape dans la mise en œuvre de la Convention au niveau fédéral. Voilà pour un premier tour d'horizon sur le cadre général de la Convention et les actions au niveau fédéral. Je propose directement passer la parole, Véronique, sur les actions du Centre en la matière.
non plus, parce que je pense qu'il y a déjà des personnes dans l'atelier qui nous connaissent, mais d'autres pas. Donc d'abord peut-être quelques mots sur le Centre interfédéral pour l'égalité des chances. On existe depuis quand même assez longtemps. Il y a quelque temps, on avait fêté nos 20 ans. On existe depuis 1993, mais c'est vrai que ce n'est que depuis 2003 qu'on s'occupe des matières handicap, puisque avant d'être mécanisme indépendant, on était aussi ce qu'on appelle un equality body. Enfin, c'était l'organisme chargé de lutter contre les discriminations sur une série de motifs protégés en Belgique, dont le motif du handicap. Donc ça, c'était depuis 2003. On a aussi un statut B d'institut parce qu'il n'y a pas de commission de droits de l'homme en Belgique, et donc on a un statut B, pas un statut A comme institution nationale des droits de l'homme pour la Belgique. Et alors, depuis 2011, effectivement, l'État fédéral et l'entité fédérée a désigné le centre comme mécanisme indépendant chargé du suivi de l'application de la Convention, puisque les autorités ont estimé que voilà, il y avait déjà un organisme qui s'occupait de matières assez semblables en Belgique. Alors, le centre doit travailler dans un cadre juridique. On est un service public fédéral autonome avec un conseil d'administration à part, sous aucune tutelle, si ce n'est qu'administrative de ministres. Et donc notre cadre juridique, c'est au départ effectivement c'était les législations antidiscrimination en Belgique. La Belgique est un pays compliqué avec un ensemble de lois fédérales et de décrets antidiscrimination. Et donc depuis 2011 aussi notre cadre juridique, enfin la Convention n'est pas une loi mais un cadre quand même de la Convention. Et donc c'est avec ces outils-là que nous travaillons tous les jours. Alors, à la fois pour le suivi de la Convention et pour notre travail habituel plus ancien de lutte antidiscrimination, on a 3 angles d'attaque qui existaient déjà avant d'être mécanismes indépendants et que nous utilisons aussi pour cette mission-là, qui est le fait que le centre peut recevoir des plaintes et bien sûr les traiter. Donc on appelle ça plutôt des signalements. Donc les personnes handicapées s'adressent au centre avec des situations soit qu'ils estiment de discrimination ou d'infraction à leurs droits fondamentaux. Alors l'autre angle d'attaque est la formation, l'information, la sensibilisation de différents acteurs, que ce soit les employeurs, le monde associatif, les autorités. On en fait tous les jours. Je pense à la fois on a un service de formation et puis à notre service à nous qui nous occupons plus spécifiquement des actions de sensibilisation en matière de handicap. Et puis on a un troisième métier qui en tout cas pour mon service est celui qui prend le plus de place, qui est une mission de recommandation, c'est-à-dire une fois en partant des plaintes que nous recevons au centre, d'un travail de monitoring qu'on peut effectuer tous les jours et d'informations qu'on prend du terrain, ou à la fois aussi de surveillance des projets de loi, des lois en cours, des pratiques, des mesures qu'il y a en Belgique. Et donc on travaille sur les 3 régions, les 3 communautés du pays. Eh bien, on détecte, on surveille les obstacles que rencontrent les personnes handicapées et à partir de là, on fait des recommandations, pas seulement aux autorités, mais surtout aux autorités. Et puis on suit ces recommandations, c'est-à-dire que le but quand même, c'est que ces recommandations deviennent quelque chose, c'est-à-dire qu'un projet de loi soit changé un peu, beaucoup, que les mesures, que des pratiques changent, qu'on fasse des circulaires, qu'on mette en place des formations, etc. Alors juste quelques informations sur notre premier métier. Je pense que ce sont les chiffres 2014. Les gens s'adressent de toutes les façons à nous. On essaye d'être adapté, on essaye d'être accessible, on essaye pour l'instant aussi de se décentraliser de nos locaux à Bruxelles. C'est déjà fait en Flandre, c'est déjà fait en Wallonie, mais d'une façon, je pense, moins accessible. Mais on y travaille. Là, vous voyez les chiffres qui sont de 2014 de 4627 signalements et de 1670 dossiers. Les dossiers, c'est vraiment quand on traite, on va jusqu'au bout. Les signalements, souvent, on donne une information, un conseil et
on clôture plus rapidement le signalement. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces plaintes? Alors, comme je viens de le dire, soit on donne un avis, un conseil, soit on le traite. Si on détecte une discrimination, on fait beaucoup de conciliation. On peut aller jusqu'en justice. Hein. On ne va pas beaucoup en justice parce qu'on obtient beaucoup par conciliation, mais de temps en temps c'est utile et incontournable d'aller en justice. Et puis aussi ce qu'on fait, ce que vous voyez, le traitement structurel, ça veut dire qu'à un certain moment, quand on a beaucoup de dossiers sur une thématique, on en fait un dossier structurel, c'est-à-dire qu'on arrive à en faire des recommandations aux autorités. On l'a fait pour le problème d'assurance, pour le problème de l'exclusion des chômeurs handicapés pour l'instant, etc. Là, vous avez... Oui. Là, vous voyez un graphique sur les secteurs de discrimination potentielle, je dirais. Ce n'est pas parce qu'on se plaint d'une discrimination qu'effectivement il y a une discrimination. Et ça, c'est vrai depuis 2003. La plupart des signalements du centre, c'est dans le secteur des biens et services. Biens, c'est pour logement, au sens large du terme. Et services, aussi bien les services publics que les services privés. Aussi beaucoup de problèmes d'accessibilité dans les transports, dans les bâtiments, etc. Le deuxième secteur le plus important, c'est l'emploi, avec 27%. Et puis l'enseignement, qui devient un très gros secteur. D'abord, parce qu'avant, on n'était pas compétent, on n'était pas interfédéral, mais seulement fédéral, donc seulement compétent pour les matières fédérales. Et puis je pense aussi qu'il y a un mouvement dans le secteur de l'enseignement qui fait qu'il y a de plus en plus de demandes d'inclusion de la part des parents et des élèves. Parce que le chiffre pour les autres motifs du centre n'est qu'à 10% pour les plaintes dans l'enseignement et il est doublé pour le motif du handicap. Alors, oui, on verra dans la slide d'après que c'est vrai qu'on est mécanisme indépendant depuis 2011 et c'est vrai que tout doucement, on reçoit de nouveaux dossiers. Des dossiers qui sortent du champ de la discrimination pure, qui sortent du cadre juridique. Je m'explique. On a par exemple peu de dossiers sur « je veux sortir de mon institution, on m'en empêche », comme on a entendu aujourd'hui. Je pense qu'il faut aller vers les gens pour ce type de dossier. Je ne sais pas s'ils s'adressent, en tout cas ils ne s'adressent pas encore au centre pour ce type de dossier. Mais comme on l'a vu ce matin, cet après-midi, il y a un certain nombre d'obstacles qui empêchent l'autonomie. Et donc ça, ce sont des dossiers qu'on a depuis longtemps. Et ce sont des plaintes pour l'accessibilité, l'inaccessibilité plutôt, des bâtiments, des transports. C'est les défauts ou les refus d'aménagement raisonnable dans le monde de l'enseignement, dans le monde de l'emploi, dans les services généraux. On a toujours eu ça depuis 2003 et effectivement aussi pas mal de dossiers sur le logement. Non, je ne loue pas mon logement à une personne handicapée parce qu'elle va mettre le feu à ma maison ou parce qu'elle a des allocations de personnes handicapées. J'ai peur de ne pas être payée de mes loyers, etc. Et donc effectivement, comme je viens de le dire, on essaye de développer de nouvelles méthodes aussi, d'atteindre certains publics qui ne s'adressent pas au centre. Par exemple, les personnes avec une déficience intellectuelle, depuis le début, s'adressent par rapport à d'autres situations de handicap, s'adressent peu au centre. Et donc c'est vrai qu'on a déjà développé d'autres manières de les rencontrer en petits groupes au centre, où on se déplace, on va vers elles. Ce qu'on fait aussi, c'est des collaborations avec d'autres organismes de plainte qui, eux, reçoivent peut-être des plaintes d'autres publics. Et on peut par exemple penser aux commissions de surveillance dans les établissements de défense sociale avec des personnes handicapées mentales ou psychiques qui se retrouvent en prison, en annexe psychiatrique et qu'on ne sait pas atteindre parce qu'on ne peut pas encore entrer nous-mêmes dans les prisons. Et puis c'est pas évident, on n'est pas expert pour évaluer ce genre de dossier, même si un jour on peut le devenir. Voilà, pour notre deuxième métier de formation, de sensibilisation, c'est vrai qu'on fait parfois des brochures comme outil de sensibilisation, mais on fait aussi beaucoup
séances d'information, de formation ou des interventions comme aujourd'hui. Et là, vous voyez sur le graphique où c'est vrai que ça, ce sont les chiffres 2013-2004. On en a fait beaucoup dans le monde de l'enseignement pour promouvoir un enseignement plus inclusif. Pas mal de formations aussi avec les institutions publiques, en emploi, etc. Quelques recommandations aussi du centre en matière de handicap qui sont plus ou moins récentes. Il y en a qu'on répète depuis des années. On n'est pas encore essoufflé, mais on pense parfois qu'on va sans doute passer des dossiers en justice. Et je pense par exemple au problème de l'inaccessibilité des transports, où on concilie, on recommande depuis des années, que ce soit avec la STIP, le TEC, la SNCB. Parfois des choses s'améliorent, il ne faut pas non plus être trop négatif, mais c'est vrai qu'on a entendu beaucoup parler ce matin, que ce soit pour les cheminements ou pour prendre le train et le bus, comme c'est difficile, et comme c'est un des obstacles majeurs à une vie autonome, si on veut se déplacer en ville, si on veut aller étudier, si on veut aller travailler. D'autres que je lis rapidement, oui, on a fait des recommandations pour l'accès au logement et particulièrement au logement social pour les personnes handicapées, des recommandations pour les assurances, des recommandations, peut-être que vous en avez entendu parler, de cette interdiction de faire certains petits soins, de donner des médicaments, que ce soit dans les écoles, dans les institutions, parce que ça doit être fait par des infirmiers, mais ça veut dire que qu'on doit continuer à vivre dans des milieux très médicalisés, alors qu'on sait bien que dans les écoles, même dans les institutions, d'ailleurs, des infirmiers ne peuvent pas être là tout le temps, il n'y a pas une continuité de soins. Et donc, sans une délégation bien organisée, c'est un peu difficile, une vie plus inclusive. Et donc, on a assez bien fait de recommandations. On y est arrivé en enseignement de la communauté française par une circulaire qui permet quand même une petite délégation et une certaine organisation d'un accueil personnalisé avec certaines autorisations pour donner, par exemple, les médicaments et avec des collaborations avec les médecins scolaires, etc. Voilà, alors peut-être juste un mot sur, effectivement, on a aussi participé au processus à Genève, effectivement en partant du rapport parallèle du centre, ou en tout cas pour les quelques points, et c'est vrai que ce n'était pas le secteur où nous étions les plus experts à l'époque quand on a fait le rapport parallèle, on le devient de plus en plus de jour en jour. C'était des secteurs où effectivement on était moins dans les institutions. Dans les services, on était plus sur d'autres secteurs visés par les plaintes de discrimination. Mais on avait quand même relevé tout le problème effectivement des listes d'attente, du manque de données chiffrées et tout le problème de la désinstitutionnalisation qui était pas programmée en Belgique, qui donnait des réponses mais certainement pas suffisantes. Et de tout le problème de l'accessibilité des services généraux aussi en Belgique. Et il y a pas seulement le manque de services spécialisés, mais aussi comme l'enseignement une vie très ségrégée en Belgique quand même, où enseignement spécialisé, enseignement ordinaire, emploi protégé, emploi ordinaire, et on voit bien que ça s'améliore petit à petit, mais qu'on est loin de certains autres pays européens. Voilà. Et donc voilà, comme je l'ai montré par le fait qu'on a trois angles d'attaque avec les missions du centre, où effectivement on suit les recommandations à la fois du comité et les nôtres qu'on a depuis plusieurs années, où on va accentuer avec le futur plan stratégique du centre sur des problèmes comme la désinstitutionnalisation, comme la participation des personnes handicapées, comme comment faire pour que la personne handicapée puisse vraiment décider sur des questions qui la concernent, et comment améliorer les supports pour une vie plus inclusive. Voilà, je vais m'arrêter là peut-être et on pourra, j'espère, un peu avoir le temps de discuter de tout ça. Merci Véronique. Je vous propose de passer directement la parole à monsieur de la commission. Merci. Donc, est-ce qu'on m'entend? Voilà. Je suis donc l'équivalent de M. Kancani qui a parlé tout à l'heure. Je représente les fonds régionaux alors que lui représente le fonds social. Et j'ai aussi l'honneur d'être responsable de la
Belgique, parmi d'autres choses, y inclut la France. Et donc nous avons négocié ensemble le résultat du planning des investissements pour les 7 ans à venir, donc à partir de 2014 et jusqu'en 2020. Et y inclut dans le domaine de l'inclusion sociale et dans tous ces aspects. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, si vous voulez. Donc, on va commencer par la bonne nouvelle. Comme ça, vous ne partez pas tout de suite. Du côté des fonds structurels, et juste pour rajouter à ce qu'a dit mon collègue, je peux vous confirmer que ça bouge. Nous avons été largement sensibilisés par le travail qui a été fait à partir de 2009-10, je crois, par le groupe d'experts appelé par le commissaire Spidla, qui nous a interpellés, et cela, nous, notamment le FEDER, le fonds régional, nous a critiqué de continuer à faire des investissements dans des grandes institutions, des institutions à grande échelle. Et nous a fait l'effort de nous expliquer combien ce genre d'investissement à long terme sont néfastes et combien il est mieux de vivre de façon indépendante comme tout citoyen, quel que soit le handicap ou la situation sociale ou familiale qu'on peut avoir. Cela était une sensibilisation lente, je dirais, et difficile. Elle est encore en cours. Nous sommes un grand système avec une vingtaine de millions de personnes, et je dirais que franchement c'est un domaine où on n'est pas expert et où beaucoup d'acteurs sont impliqués sans le savoir. On dépense beaucoup d'argent sans savoir, sans être totalement conscient de ces aspects-là. Donc il y a beaucoup de collègues qui procèdent là de bonne foi, mais qui ne sont pas peut-être suffisamment sensibilisés. Donc ça fait maintenant des années que les ONG, que les experts nous hantent, et on les a sur notre dos, et heureusement ça a été un grand plaisir de travailler avec eux, et on a franchement l'impression de progresser en termes de qualité. Ça a donné lieu d'ores et déjà à quelques investissements spectaculaires dans le domaine de la déinstitutionnalisation proprement dite. Le plus spectaculaire parmi eux peut-être l'accord conclu avec le gouvernement bulgare du démantèlement systématique de 237 orphelinats à grande échelle en Bulgarie, afin de parvenir à un système basé uniquement sur des soins familiaux et dans le pire des cas, si vous voulez, des institutions à échelle humaine, à taille familiale. Au niveau de la prévention, on s'est imposé aussi un banc d'investissement dans les institutions à grande échelle, et cela dans toutes ses formes, que ce soit pour des personnes à handicap physique, mental, pour des orphelins, biologiques ou fonctionnels, et même pour des personnes âgées. On a là aussi, on s'est dit, fini, on ne le fait plus. On se l'est interdit. Et on a eu, et ça fait partie de la sensibilisation aussi, on a eu là l'avantage de pouvoir s'appuyer notamment sur l'article 19 de la Convention des Nations Unies, dont est signataire aussi l'Union européenne, la Commission européenne et l'intégralité des États membres. Donc, on nous a bien expliqué, et on a compris que la Convention s'applique à la lettre, et on se met tout simplement dans le domaine de l'illégalité si on fait autre chose que de respecter ce principe. Alors la mauvaise nouvelle, c'est quoi? La mauvaise nouvelle, c'est que si on veut être tout à fait honnête, dans le cas de la Wallonie, on n'a pas conclu sur grand-chose dans ce sens-là. Et pour m'excuser, si vous voulez, pour expliquer cela, je vais quand même, comme mon collègue, vous expliquer un tout petit peu comment se passe une négociation. On a des centaines de millions d'euros, vous le savez, plein d'argent. Et on a l'obligation de faire un plan. Le problème, c'est que ce plan, il porte sur l'intégralité des aspects de notre société quasiment, et évidemment
à large connotation économique et a pour finalité ultime la croissance, avec une composante environnementale et une composante inclusion sociale, bien sûr. Ça veut dire que toutes les politiques sont en compétition quand on lance une négociation comme ça. On peut thématiser l'environnement, on peut thématiser l'inclusion sociale, on peut thématiser le soutien à la recherche et le développement, etc. On a quelques grilles dans notre règlement qui nous guident. Il y a un minimum de ceci et un minimum de cela, mais il y a une large marge de manœuvre et d'arbitrage aux États membres et aux régions. Donc, dans cette course de la thématisation, je dirais qu'à l'intérieur de la Wallonie, on peut le constater, personnellement je peux le regretter, il n'y a pas eu de thématisation de la vie indépendante en ce qui concerne le fonds régional. C'est-à-dire que techniquement, dans notre jargon, la Wallonie n'a pas mobilisé l'objectif thématique inclusion sociale pour le FEDER. Et ne l'ayant pas fait, pour être tout à fait honnête, la Commission européenne n'a pas les muscles, n'a pas la force politique d'imposer à la Wallonie de dire voilà, maintenant vous devez faire de l'inclusion sociale avec le fonds régional. On a aussi nous, plein d'autres choses qui sont extrêmement importantes, recherche, développement, etc., on vient d'en parler, et pour être honnête, on n'a pas cette force-là. Et on ne l'a pas fait. Et cela veut dire que, de notre angle de vue, tous les thématiques est sorti de notre discussion. On ne l'a tout simplement pas discuté. Et le très important screening, la très importante vérification dont a parlé Yann Yajab avant, sur l'application d'un plan national ou régional sur la vie indépendante au sens de l'article 19, cette vérification de notre côté n'a pas été faite. Parce qu'il n'y avait pas lieu de le faire, l'argent n'était pas mobilisé sur ces crédits-là, donc ça sortait de notre champ de vue. Et cela explique qu'on est, dans le cas de la Wallonie, dans une situation où l'Europe n'a pas pu faire ce travail qu'on a eu la chance de faire ailleurs. Je reviens à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que cette thématisation s'est quand même faite ailleurs, notamment en Slovaquie, en Bulgarie de façon continuée, mais aussi en Hongrie, en Pologne, donc un peu partout. Je pense néanmoins que si on veut être honnête, il y a là un genre de clivage entre les deux Europes, entre l'Europe occidentale et l'Europe centrale, et peut-être à cause de la situation alarmante et de la qualité exécrable de certaines institutions et d'une absence de savoir-faire historique dans les institutions en Europe centrale, le problème a été plus visible. Et on a eu plus de facilité à le thématiser vis-à-vis des États membres, et certains États membres de l'Europe centrale l'ont thématisé volontiers eux-mêmes. En Europe occidentale, dans les anciens États membres, les États membres plus riches, il est beaucoup plus difficile pour nous de pénétrer avec ce qui n'est honnêtement pas une nouvelle politique, mais quand même un changement du niveau d'ambition et du niveau de conscience de l'Union européenne en cette matière. Donc je crois que la Wallonie fait partie de ces... je ne qualifierais pas d'échec, mais de situations en disant où on aurait pu faire autrement. Voilà. Je tiens à vous dire la vérité telle que je la vois, donc on n'a pas à se flatter ou à se féliciter de choses qu'on ne fait pas. Cela dit, sur l'aspect de l'accessibilité, nous continuons évidemment là à avoir des actions et relativement systématiques, ce que Egidio Canciani a appelé le mainstreaming, c'est-à-dire l'application du principe général, comme quoi si on rénove par exemple un bâtiment, l'aspect de l'accessibilité doit être pris en compte. Cela fonctionne pas mal. Et il peut ici et là aussi y avoir des poches de considérations très pratiques et tout à fait fonctionnelles à l'intérieur notamment de ce que fait le FSE,
Mais pour ceux qui concernent le fonds régional, franchement, on n'a pas grand-chose à vous proposer. C'est la faute à qui? C'est bien sûr, on prend notre responsabilité, mais si je dois le décrire un peu sans sentiment, je dirais, c'est ce qui arrive si, à l'intérieur d'une région, les forces vives n'ont pas eu l'occasion ou la force de thématiser cette politique-là de façon suffisamment forte pour que ça arrive sur la table de ceux qui négocient avec nous. C'est-à-dire, c'est d'autres qui l'ont emporté. C'est bien à savoir, il y a évidemment toujours moyen de changer le programme, on vient de les arrêter, donc on ne va pas les réouvrir tout de suite, on va essayer de les mettre en œuvre comme on les a négociés, mais sur une période de 9 ans, bien entendu qu'on peut de temps à autre revoir certaines choses, si vraiment il y a de nouvelles thématiques ou des lacunes évidentes qui s'ouvrent. Mais on peut aussi d'ores et déjà se mettre dans l'état d'esprit de la réflexion comment faire la prochaine fois. Comment éviter qu'on se retrouve dans une situation similaire où de l'argent qui aurait pu être mobilisé ne l'a pas été. Merci. Merci bien. Merci bien pour cette franchise et pour cette clarté. C'est vraiment très intéressant. Voilà, je vous propose, disons, l'objectif de l'atelier, c'est aussi de vous donner la parole et d'avoir un échange tous ensemble, puisque comme on est en petit groupe, on a une bonne vingtaine de minutes pour cela. Donc, je vous propose de vous ouvrir de vous donner la parole. N'hésitez pas à la demander et à vous présenter. Voilà. Madame. Voilà, je vais m'aventurer à ouvrir le débat. Je m'appelle Marie-Rose Cadjo. Ça va ? Voilà. Je m'appelle Marie-Rose Cadjo, je suis responsable de service d'accompagnement. Un peu nouveau en Belgique, novateur, puisqu'il a pu fédérer régions et communautés et personnes handicapées et aide à la jeunesse et tout ça en faveur des enfants et adolescents en grande difficulté, exclus du système classique de soins, d'aide et d'éducation et de soins, donc qui sont les institutions résidentielles pour la plupart. Alors, j'ai plusieurs, en tout cas, réflexions. La première, en tout cas, j'ai fondé ce projet en 2003, qui a été tout de suite agréé par la WIP, et j'ai pris connaissance des recommandations du Conseil de l'Europe en 2009 via leur feuillet très intéressant, et je me réjouissais vraiment de ce qui était annoncé à ce moment-là par rapport à la volonté très ferme de désinstitutionnalisation. Mais j'ai retenu aussi des recommandations par rapport aux moyens, par rapport aux stratégies. Celle-ci, je l'ai vraiment très peu vue développer, qui consistait à dire attention, si on veut vraiment atteindre l'objectif de la désinstitutionnalisation, il faut que les États membres fassent l'effort de conduire en parallèle les deux, je dirais, à un moment donné, à la fois le maintien des institutions, parce qu'il y a les prises en charge actuelles qui sont en cours, mais il faut développer aussi les services d'accompagnement dans le milieu de vie en parallèle pendant un certain temps pour vraiment créer cette dynamique nouvelle de changement de culture, de changement de vision et de formation aussi qui sont nécessaires à une autre façon de travailler. Et donc sur ce deux volets-là, j'ai vraiment rien vu venir. Très très peu de choses, c'est vrai qu'il y a eu un développement, mais le service ambulatoire reste considéré, en tout cas en Belgique, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'aide à la jeunesse ou le secteur personnes handicapées ou de soins de santé, un peu pour les cas légers. Moi, je vous confirme, après une expérience de 10 ans où nous avons choisi volontairement de s'adresser qu'aux cas lourds qui sont exclus, que l'accompagnement ambulatoire est beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient, puisque on peut, partant d'une position de travail qui est partir de besoins de la personne et avec sa participation, créer autour de chaque situation un dispositif transversal, négocié avec toutes les parties prenantes, pour pouvoir réaliser l'objectif des besoins, par besoin,
par rapport à la personne et avec sa participation. Mais évidemment, ça nécessite qui parle de dispositif, parle de fédérer, de négocier, de mobiliser, de médiatiser, de coordonner, en tout cas, des projets individualisés. Il est quand même tout à fait étonnant de voir qu'une personne qui est prise en charge par 3 services différents et pouvoir lire 3 projets individualisés qui ne se rejoignent pas. Donc là, il y a vraiment des questions à se poser. Comment on utilise le concept de projet individualisé? Donc il n'y a pas seulement une question de volonté politique, il y a une question de méthode, il y a une question d'approche, il y a une question de culture de travail, dont je pense vraiment on est fort en retard. Et des projets novateurs des promoteurs qui proposent des projets novateurs, eh bien, ils sont très peu encouragés. Moi, je vous assure que j'ai mis 10 ans. Maintenant, on est agréé par les 3 entités fédérées, mais j'ai mis 10 ans de travail acharné avec toute une équipe qui n'a pas épargné ses temps pour pouvoir se faire entendre. C'est pas normal dans un monde où on veut vraiment, on affirme la volonté d'un changement de culture et d'un changement d'approche par rapport à la personne handicapée. Moi, je dirais la personne tout court. Merci. Merci bien. Je sais pas si... Moi, je voulais juste rajouter. Il me semble que dans plusieurs secteurs en Belgique, on est vraiment, je trouve, dans une période la plus difficile. C'est une période de transition où il faut soutenir et financer 2 systèmes ségrégés, que ce soit l'enseignement, que ce soit l'institution, les services. Et donc, je pense que budgétairement parlant, mais aussi professionnellement parlant, on aurait besoin effectivement d'une vision globale et de services d'appui pour passer d'une période à l'autre. Je trouve que et je ne dis pas que ça se fait au petit bonheur la chance, mais je pense qu'il y aurait moyen de mieux organiser ce passage. De la désinstitutionnalisation et d'ailleurs la désinstitutionnalisation c'est pas juste fermer les institutions, c'est aussi effectivement comme vous le dites un changement de culture, de mentalité, de méthode, voilà, vous le savez mieux que moi. Si je
juste à apporter quelque chose. C'est vrai que pour rebondir sur quelque chose que vous avez dit, c'est la mobilisation de tous les acteurs, parce qu'on voit qu'on a pas mal d'instruments même internationaux, enfin que ce soit la convention, que ce soit les lignes directrices, que ce soit même des fonds européens. Donc on a toute cette approche, disons, qu'on pourrait clarifier un peu en résumé top-down, enfin avec un cadre pour apporter ce changement. On a aussi ces besoins et au niveau du terrain, et il faut vraiment faire rencontrer les deux, et c'est là où on voit vraiment qu'il y a encore un travail énorme, et donc qu'il faut vraiment mobiliser tous ces acteurs et qui puissent se rencontrer et réfléchir ensemble, et que ce soit tant au niveau, disons, politique, mais aussi des associations et de tous les acteurs concernés. C'est vraiment... Un de nos constats, c'est que l'Europe peut aider une région ou un État, mais seulement à partir du moment où cet État a été capable de s'engager dans une véritable approche ou politique. La déinstitutionnalisation, pour autant que je l'ai vu, est quand même quelque chose d'assez complexe. Comme vous l'avez dit, il ne s'agit évidemment pas de mettre les gens à la porte. Il s'agit de créer un paysage de services qui permet à tout le monde de vivre dans la société et pas à côté de la société. Ce qui est une tâche complexe. Et rien que en écoutant quelques minutes cet après-midi, je me suis dit, mais il y a combien d'organismes différents qui sont mobilisés pour tout ça. En effet, comment se retrouver? Ce qui est clair, c'est qu'il ne semble pas y avoir un plan pour l'individu, un plan complet. Je pense que les défis pour la Wallonie, pour vous aussi, en tant que lobbyiste, si je peux l'appeler comme ça, c'est de pousser vos responsables politiques pour s'engager de façon ferme et irrévocable dans une logique de déinstitutionnalisation. Si la détermination n'est pas forte en amont, derrière, il y a tellement d'obstacles que ça va jamais se faire. Pour comparer, c'est pas le même domaine, hein, mais quand nous avons négocié la déinstitutionnalisation des orphelinats en Bulgarie, j'ai fait face à une détermination politique forte. Aucune résistance au niveau politique. À notre grand étonnement, et il y a satisfaction évidemment, mais derrière, il y avait des centaines et des centaines d'obstacles de tout genre. Techniques, logistiques, micropolitiques, voilà. Donc, sans une détermination forte en amont, je dirais franchement, c'est pas la peine de faire le grand discours. À ce moment-là, on est condamné à faire des petits efforts qui peuvent être tout à fait intelligents et souhaitables. Mais si on veut faire de la déinstitutionnalisation, il faut souscrire à un plan général et à une philosophie irrévocable au niveau politique, et il ne faut pas vaciller. Didier, oui. Oui. Voilà, en fait, moi j'ai deux réflexions. La première, la secrétaire d'État, El Köstler, va présenter bientôt au gouvernement son plan pour l'unstreaming. Mais sur le terrain, j'ai pu constater jusqu'ici, parce qu'il y a les ministres et secrétaires d'État, mais il y a aussi ce qu'on appelait autrefois les directeurs d'administration, qui sont maintenant les présidents des comités de direction des SPF, qui jusqu'ici ne veulent pas entendre parler de handy-streaming. Je ne sais pas comment on va pouvoir, comme vous le disiez si bien, leur imposer, leur imposer, c'est peut-être pas le mot qui convient, c'est leur montrer qu'ils peuvent être aussi gagnants et qu'ils peuvent être des moteurs pour appliquer cet handy-streaming, leur montrer qu'il y a de l'intérêt, outre que celui de suivre la convention, mais que dans les faits, pour l'ensemble de la société, ils devraient avoir le devoir, puisqu'ils sont là pour représenter les services publics, ils devraient pouvoir sans difficulté intégrer l'handy-streaming. Or, ils ne veulent pas en entendre parler. Et quant à la
d'institutionnalisation. Moi non plus, j'arrive pas à le prononcer. Non, mais c'est pas grave. Je vais dire quelque chose qui va peut-être fâcher certaines gens, mais on est dans un débat où le thème est politique et où ça peut fâcher. Il faut savoir qu'en Belgique, dans bon nombre de grosses associations, il y a dans les conseils d'administration des représentants politiques. Et où chacun, en partant de la droite et vers la gauche et vice-versa, chacun tient à sa place d'administrateur dans cette société. Et donc, individualiser l'aide aux personnes handicapées, c'est souhaitable, évidemment, mais ce sera un parcours du combattant, ça va être de la folie, parce qu'on va avoir des embûches à tous les coins de rue. Et il suffit d'ailleurs de voir comment ça se passe. Bon, il y a l'opération CAP 48 tous les ans. Il y a énormément de projets qui entrent. Il y a des projets élus, mais avec l'expérience, il y a des sociétés qui ont déjà été aidées plusieurs fois, et il y en a d'autres qui attendent toujours une première aide. Bien sûr, il y a des critères, et bon, ces critères, mais tout ça est fait aussi en fonction d'un certain lobbying politique. Et d'ailleurs, lors de la soirée de clôture, généralement à la télévision, il n'y a pas une personnalité politique qui est absente des médias. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a pas eu beaucoup d'écoute des personnalités politiques elles-mêmes. Elles ont préféré envoyer des représentants. C'est un peu dommage. Et ça montre bien l'intérêt. Moi, je suis désolé, mais je suis une personne handicapée, mais avec mon handicap, je fais de la politique. Et force est de constater que sur le terrain, le handicap est quelque chose qui dérange. Et cette convention de l'ONU, croyez-moi que sur le terrain, elle dérange beaucoup de gens. Et pourtant, il faudra y arriver. Et je serai un des acteurs le plus longtemps possible pour arriver au changement. Mais je vous assure que quand on constate sur le terrain certaines aberrations, on n'a parfois envie de tout laisser aller. Voilà, merci. Bonjour, moi je m'appelle Marie et je suis effectivement collaboratrice parlementaire. Alors pourquoi les députés ne sont pas là et pourquoi ils ont envoyé beaucoup de collaborateurs? Tout simplement parce que le Parlement wallon siégeait aujourd'hui dans les commissions économie et santé publique. Le ministre s'est fait excuser ce matin parce qu'il y avait commission et je travaille en fait pour la députée qui est présidente de cette commission de la santé. Mais les députés, ce sont des personnes comme vous et moi. Ils n'ont pas le don de l'ambiguïté. Ils ne peuvent pas être à 3 endroits en même temps, à la fois, et donner leur disponibilité pour. Alors je crois qu'effectivement, quand on organise ce type de colloque, il faut des présences politiques, parce que c'est d'elles, au final, qu'appartiendra la décision. Nous sommes bien d'accord. Mais d'un autre côté, ils ne peuvent pas être partout, tout le temps et à la fois. Alors je crois qu'aujourd'hui, il y a eu déjà une base qui a été battue en brèche, c'est le fait de mettre à mal certains tabous pour changer les esprits, pour changer des méthodes de travail, pour changer l'abord que l'on donne à un dossier, de quelque nature qu'il soit. Il faut toujours combattre les clichés et les stéréotypes. Des clichés, notre vie, elle en est faite, que ce soit pour l'égalité des hommes et des femmes, ou que ce soit pour l'égalité de chacun au niveau de l'intégralité de ses droits, pour une personne handicapée ou quelqu'un qui a eu la chance d'avoir une vie dite normale et sans embûches, parce que le handicap, il peut être de naissance comme il peut être dû à un accident de parcours de la vie. Donc, il faut avoir une égalité parfaite. Seulement, il ne faut pas se leurrer non plus. Il y a des vœux pieux que l'on exprime et pour lesquels il faut se battre, mais c'est un travail de longue haleine. Nos libertés d'aujourd'hui, on ne les a pas obtenues en un claquement de doigts. Il a quand même fallu attendre 1789 pour avoir la Révolution française et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, il faut laisser le temps aussi
aux choses. Maintenant, notre société présente un avantage par rapport à notre passé. C'est la conscientisation des choses de façon plus rapide, des analyses plus rapides et pouvoir mettre en œuvre des mesures. Et ça dépend de bonne volonté de tout un chacun. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas demandé une prioritisation des fonds européens sur la désinstitutionnalisation? C'est parce que, comme en toute chose, c'est une question de priorité. Et vous avez des priorités économiques pour lesquelles l'Europe demande beaucoup à nos propres régions. Alors pourquoi est-ce que la région a pris une priorité sur l'emploi et la formation et veillé à l'égalité de chacun dans l'emploi et la formation? C'est parce que c'était une priorité de ce gouvernement-ci. Pourquoi ne pas avoir axé ça sur un handicap en filigrane systématique? Parce que l'Europe ne le permettait pas non plus à un moment donné. Il faut remettre évidemment les choses dans leur contexte précis. Aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de transversalité. Il faut que chacun puisse abandonner ses clichés, ses cloisonnements de pensée. Et c'est par des colloques comme vous avez eu le courage de l'organiser aujourd'hui qu'on peut avancer d'une façon créative et positive. Voilà. Je vous écoute. Vous avez vous dites, j'entends monsieur, je comprends son interlocution. Monsieur présente ses excuses du pourquoi ce n'a pas été fait. Vous renchérissez en disant la Wallonie a donné la priorité à la formation et l'emploi pour des raisons économiques. Je pense qu'on a bien expliqué tout à l'heure que justement la désinstitut que personne ne sait dire vise, entre autres, à permettre à chacun, de par ce fait, d'acquérir, de devenir autonome et de devenir acteur économique. D'où l'urgence, justement, de cette désinstitutionnalisation, blablabla, parce que chaque personne handicapée a beaucoup plus de chances, de potentiel de faire valoir ses capacités au niveau économique. Donc le blabla, les clivages et tout ce qui s'ensuit, excusez-moi, je pense que ce n'est pas vraiment d'à propos. Merci monsieur d'avoir participé à l'élaboration de ce colloque. Je pense qu'il faut vraiment entendre ce qui a été dit et il faut vraiment aller de l'avant dans la mise en avant des capacités, des potentiels, des qualités des personnes handicapées pour justement leur permettre de participer à la vie économique et participer au redressement de l'économie. Vous dites de la région wallonne, il faut des instituts, blablabla, effectivement. Mais il n'y a pas d'excuse à avoir, il faut aller de l'avant. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller de l'avant. Je dis simplement que à partir du moment où on peut rentrer des dossiers, des projets au niveau européen, vous avez des priorisations de dossiers qui se font. Ce n'est pas évidemment forcément que la désinstitutionnalisation ne va pas créer un encombre, que du contraire, ça j'en suis convaincue. Quand on voit les débats que nous avons eus aujourd'hui, ce qui a été fait notamment en Irlande, mais c'est fondamental et c'est évident, mais vous ne pouvez pas. Le système institutionnel étant ce qu'il est, comment voulez-vous du jour au lendemain dire on travaille toutes les politiques de front de la même façon et on abat tous les clivages et toutes les brèches? Si vous avez l'idée. L'idée, Leda, elle a été dite, la désinstitut, blablabla, permet aux personnes handicapées de mettre en avant leur potentiel, de rejoindre les activités économiques et d'aider justement au redressement de ce qu'on vit actuellement en Europe. Donc, allons de l'avant, ne trouvons pas d'excuses au retard, allons de l'avant et faisons de la désinstitutionnalisation et permettons aux personnes handicapées de pouvoir effectivement rejoindre le tissu économique. Mettons-les en avant, mettons leur potentiel et leur qualité professionnelle en avant. Madame, vous souhaitez intervenir donc. Allô?
Ouais, ça va. C'est juste un petit mot. Je pense que c'est vraiment un thème primordial. Moi, j'ai commencé ma carrière en 1980 et c'était pour ça que j'ai commencé à travailler dans le secteur de l'aide à la jeunesse. C'était l'objectif à ce moment-là, créer le milieu ouvert en vue de désinstitutionnaliser pour donner plus de chances aux jeunes de s'intégrer, en difficulté de s'intégrer et de participer à la société. Et c'est périodiquement, cette question rencontre des freins. Et aujourd'hui, il faut vraiment pouvoir en parler sans complexe. Quels sont les freins? Mais ils sont pas. Tout le monde est responsable, à la fois politique. Ce sont des freins financiers, ce sont des freins politiques, ce sont des freins aussi de certains lobbying. Il faut pas se leurrer aussi institutionnel, mais il y va quand même du sort de notre société. Si on veut vraiment progresser par rapport à la concept de droits de l'homme, on ne peut pas faire l'économie, c'est fondamental. Et donc, moi, je plaide pour aller dans ce sens-là, et je plaide en mettant cette question de la désinstitutionnalisation, que ça soit dans le secteur personnes handicapées, dans l'aide à la jeunesse et dans le secteur de la santé mentale, qui sont trois secteurs, parfois malheureusement on retrouve ce public aussi plus fragilisé, donc est trop prise avec ces trois secteurs. Eh bien, c'est dans les trois secteurs qu'il faut faire le mouvement, et les réponses ne peuvent être que transversales. Je crois que ça, on n'en a pas assez parlé. Ne peuvent être que transversales, ça veut dire susciter la collaboration, la participation de l'ensemble des acteurs de la société économique, de services, santé, enseignement, mais tous. Et donc c'est ça qui rend aussi ce processus difficile. Parce qu'il va falloir, au niveau, je l'ai dit, au niveau des méthodes, il n'y a pas assez de recherche, il n'y a pas assez non plus de valorisation des recherches au niveau des méthodes pour avoir une autre approche de notre société. Merci. Monsieur, oui. Ah, oui. Voilà, on prend encore monsieur et puis on clôturera alors. J'ai parlé déjà plusieurs fois du point de vue des bureaux des Nations Unies pour les droits de l'homme. Donc seulement peut-être une petite réflexion sur le débat que nous avons actuellement. Il me semble que c'est mieux de focaliser sur le concept de la vie autonome et le soutien à la vie autonome. Et peut-être la première chose, c'est de se poser la question, ici je parle donc aux représentants de la Wallonie, on se pose la question si ce soutien, ces mesures de soutien à la vie autonome sont-elles suffisantes. Mais on a écouté les témoignages, pas seulement des personnes handicapées eux-mêmes, mais aussi des gens qui travaillent dans le système, et on dit non. Donc, ils ne sont pas suffisants parce que le soutien financier à la vie autonome est à la fois pas suffisant pour tous les gens qui en ont besoin. Même le montant est petit et on a un manque de services. Donc, si on a des fonds sociaux, le Fonds social européen, on a le Fonds de développement régional, peut-être on a manqué la possibilité de s'adresser à cette chose dans la phase de programmation pour les années prochaines, ce que, à mon avis, est dommage parce qu'on a d'autres pays qui ont identifié cela comme priorité et qui ont mis dans ce processus un programme d'une réforme qui n'est pas d'une journée à l'autre, évidemment, mais une réforme systématique pendant, disons, cette année. Ceci dit, je pense que c'est pas... ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas utiliser les fonds européens autrement. On peut, par exemple, financer par biais des fonds européens quelque chose qu'on finance aujourd'hui
par biais du budget national et donc libérer l'argent pour accroître le soutien à la vie autonome. Donc, quand on a des choses qui sont actuellement payées du budget national et du budget régional, et dans le domaine handicap, disons, même dans notre domaine, on peut utiliser constructivement les fonds européens, soit FEDER, soit le fonds social, pour financer ces projets-là, et donc libérer d'autres argent pour accroître le soutien à la vie autonome. Et ça, c'est vraiment une décision politique de le faire. C'est vraiment une décision politique de dire, bon, cette convention nous donne une bonne raison de changer les priorités, de faire une autre priorité qu'on a eue avant. Donc, étant ici comme gardien de la Convention, je vais insister que vraiment ce que le comité a dit l'année dernière soit pris au sérieux. Le comité a constaté que le soutien à la vie autonome reste fragmentaire, que c'est peu connu, que les services sont pas très développés. Donc, il me semble logique que le gouvernement focalise sur ces choses qui ont été identifiées comme manquantes, soit utilisant les fonds européens, soit, si ce n'est pas possible, utilisant les fonds européens pour d'autres choses et misant en phase des fonds nationaux ou régionaux. Merci. En guide de conclusion, Véronique, je ne sais pas si tu avais un petit mot. Moi, je voulais un petit peu rebondir sur tout ce qui se vient de dire. Je pense qu'il y a des choix politiques, et ça semble tellement clair. Il y a aussi des obligations politiques, parce que c'est vrai que la Convention n'est pas à proprement parler une loi, c'est une soft law, comme on dit. Enfin, il y a quand même, et par rapport à notre propre législation nationale, il y a des obligations qui sont immédiates, et par rapport à tout ce qui est, par exemple, discrimination, ce sont des obligations immédiates. Je pense peut-être qu'en Belgique, il manque un bas d'inter, c'est-à-dire que ça m'a vraiment fait penser à ça tout à l'heure quand on a vu qu'en Suède, quand ils avaient fermé les institutions, il y avait 85% des gens qui étaient contre. Quand ils ont voté la loi contre la peine de mort en France, une majorité des Français étaient contre. Et je pense que de temps en temps, il faut aussi forcer la barre, surtout quand on est en pleine légalité. Avec la Convention, on peut être assez à l'aise. Et donc je pense, et on voit ça bien au centre aussi, on fait souvent des recommandations, mais on sait que de temps en temps, il faut par exemple aller en justice et rien à faire, ça donne un coup de force qui fait quand même accélérer les choses. D'ailleurs, c'est pas toujours le centre qui va en justice. Enfin, je veux dire, on a dû le faire par exemple pour les TEC en Wallonie, et c'est vrai que ça a donné un coup d'accélération. Et donc, je pense que chacun doit faire son boulot, et c'est vrai que nous sommes gardiens de la Convention. Merci beaucoup. Ouais.